Regarder un match avec Jean-Charles Sabatier qui crie des noms allemands très, très forts et avec un match de très, très haut niveau, j'avais l'impression d'avoir mon petit top spiel, Bundesliga, la Bayern, Borussia Dortmund, Bayern, Bayer Leverkusen. Sauf que non, c'était bien de la coupe du monde avec un très, très, très gros match entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver toujours à bas volume, contrairement au précédent débrief, puisqu'on est en pleine nuit, tout simplement, qu'il y a des invités à la maison, qu'on va éviter de les réveiller, qu'on va parler très tranquillement de cette Allemagne-Côte d'Ivoire en mode ASMR. J'espère que ça va vous plaire. Il est 2h du matin quand j'enregistre. Équateur, Curaçao a déjà commencé. Il va falloir que je me rattrape ça en différé. Mais c'est pour la bonne cause. Parce qu'on a eu 2 très gros matchs ce soir. Le Pays-Bas-Suède, qu'on a déjà débriefé, qui m'a mis un petit peu en retard. Donc pour cette Allemagne-Côte d'Ivoire qui a été très très cool, qu'on va pouvoir débriefer en longueur, parler de nos amis ivoiriens qui ont fait un énorme match malgré la défaite. Et comme d'habitude, tout ça décrypté et dissocié en 3 clés. 3 clés tactiques pour comprendre ce match des deux côtés, des clés collectives, individuelles. Et à commencer donc par la Côte d'Ivoire. C'est la première clé de ce match, la Côte d'Ivoire, ultra complète. J'ai adoré le match de la Côte d'Ivoire et il faut pas avoir une approche résultatiste dans le jugement qu'on va faire du match de la Côte d'Ivoire, parce que le match a été très complet et le rendu tactique, la proposition tactique de la Côte d'Ivoire a été très complète. Avec et sans ballon, il n'y a pas tout qui est absolument parfait, mais il y a tout qui est à très bon niveau, je trouve, et qui me fait dire que la Côte d'Ivoire peut presque sortir renforcée de ce match malgré la défaite. En tout cas, il n'y a rien qui nous fait dire qu'il faut être inquiet pour cette Côte d'Ivoire. Parce que sans ballon, on avait cette équipe dans une sorte de 4-1-4-1, mais aussi parfois un 4-3-3, avec Yann Diomandé qui était ici, Amad Diallo qui remontait. Quand l'Allemagne était en base à 3 dans sa construction, c'était un schéma assez hybride. 4-1-4-1 qui était aussi modulable en 4-3-3. Quand l'Allemagne sortait à 3 défenseurs avec une base à 3. Mais en tout cas, ouais, la Côte d'Ivoire s'est plutôt très bien ajustée justement défensivement dans ses positionnements à ce que pouvait proposer l'Allemagne avec ballon, et ça a porté ses fruits. Et j'ai adoré la Côte d'Ivoire dans tous les blocs, dans toutes les hauteurs de bloc, que ce soit bloc haut, bloc médian, bloc bas. C'était vraiment pertinent à chaque fois ce que proposait la Côte d'Ivoire. Et ouais, l'Allemagne a eu énormément de mal, notamment en première mi-temps. Ici, Moussiala est touché dos au jeu. Tout de suite, ça doit être Franck Kessié ici, qui vient sur la pression empêcher Jamal Moussiala de se retourner. Et ça va porter ses fruits, puisque là, Jamal Moussiala est entouré de 4 Ivoiriens, incapables de trouver une solution évidente, en tout cas incapables de faire progresser le jeu. Et finalement, il va repasser derrière. L'Allemagne va orienter le jeu côté gauche. Là encore, Florian Wirtz est touché, qui a une très bonne sortie. Ça doit être Wilfried Singo qui est juste ici, qui sort très bien sur Florian Wirtz. Et Florian Wirtz réussit par un exploit individuel, par un très bon contrôle, à déjouer la pression ivoirienne. Et ça montre ce qu'il faut faire, avoir un joueur de classe mondiale qui fait un superbe contrôle pour déjouer la pression haute de la Côte d'Ivoire qui a été très très bonne, qui a vraiment vraiment embêté l'Allemagne sur toute la première mi-temps, même sur tout le match, mais notamment et spécifiquement sur la première mi-temps. Ici encore, pression très très haute, c'est sur la deuxième mi-temps, sur Manuel Neuer de la part d'Amad Diallo. Il y a un monde où là, dégagement de Neuer, ballon contré, ça fait 2-0 pour la Côte d'Ivoire. Et même sur la pression qu'elle a été capable de mettre dans le cœur du jeu, au milieu, la Côte d'Ivoire a été assez excellente. Ici, duel remporté par Inaoulaye. Projection immédiate, on verticalise immédiatement et on est sur un 5 contre 5, 5 Ivoiriens contre 5 Allemands. C'est ça aussi que j'ai beaucoup aimé, les intentions de la Côte d'Ivoire à la récupération du ballon. Parce que c'est bien de récupérer des ballons, Côte d'Ivoire sait très bien le faire, mais qu'est-ce que tu fais quand tu as le ballon? Quelles intentions tu y mets? Quelles intentions techniques, mais aussi quelles intentions en termes de nombre? À quel point tu accompagnes les projections et les transitions offensives avec du nombre? Et là, tu as 5 Ivoiriens qui sont dans le camp adverse, prêts à essayer de magnifier cette offensive, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce qu'a proposé la Côte d'Ivoire, et ça permet d'avoir d'énormes occasions. Ici, centre de Conan vers le deuxième poteau, c'est dégagé, Singo arrive avec une énorme demi-volée pied gauche qui sera contrée, mais vraie bonne occasion de la part de la Côte d'Ivoire, aussi capable, j'ai dit, de très bien défendre en bloc bas. Je vous ai ressorti qu'un seul moment, mais surtout les blocs bas, l'Allemagne a eu énormément de mal jusqu'à l'entrée d'un certain monsieur dont on va parler, mais à ce moment-là, il est sur le terrain à la 64e, mais il n'a pas encore fait mal, et la Côte d'Ivoire est très très forte dans sa capacité
à avoir du nombre aussi pour protéger sa surface, à coulisser très très bien, à avoir des mouvements très coordonnés entre qui sort sur le porteur de balle, qui sécurise, qui reste en couverture. Et ici, l'Allemagne a le ballon, mais le porteur de balle est pris par un défenseur et il y a 4 autres défenseurs ivoiriens en couverture. Incapacité pour l'Allemagne de faire la différence. On doit s'en remettre un exploit individuel. Et ouais, la Côte d'Ivoire a été très très forte là-dessus. Là encore, récupération médiane. Tout de suite, on verticalise, on se projette 3 contre 3. Ça va déboucher sur une frappe d'Ange Boni. Et ouais, la Côte d'Ivoire avait la capacité à se mettre très rapidement en position de frappe. Sur 1, 2, 3 passes, sur 4, 5, 6 secondes, la Côte d'Ivoire, ici entre la récupération et la frappe d'Ange Boni, il se passe moins de 10 secondes. Et ouais, très très fort cette Côte d'Ivoire là-dessus qui sur la première mi-temps est assez exceptionnelle. Et le but, parce qu'on on a beaucoup parlé de ce que savait faire la Côte d'Ivoire sans ballon et à la récupération du ballon, mais le but vient même d'une attaque placée. On a beaucoup vu la Côte d'Ivoire en transition rapide. La Côte d'Ivoire sait aussi faire énormément de dégâts en attaque placée. Ici, on voit le bloc médian allemand qui met pas de pression sur la défense. On peut trouver très facilement Christine Aoulay qui va orienter côté gauche avec Yann Diomandé. Yann Diomandé qui va trouver un angle de centre, qui va se créer une position de centre par son énorme capacité de déstabilisation, d'élimination. Reprise d'Amad Diallo qui va être contré. Mauvaise frappe d'Amad Diallo. Là, ce ballon doit absolument aller au fond. Ça ne sera pas le cas. Nathaniel Brown a manqué son marquage juste ici. Mais c'est Franck Kessié qui va suivre au second ballon et qui va la mettre au fond, qui va ouvrir le score pour la Côte d'Ivoire. Le soldat Kessié, qui a fait d'ailleurs un très très bon match au-delà même de ce but, et répond présent et ouvre le score après 29 minutes de jeu pour la Côte d'Ivoire, qui mène très logiquement, parce qu'on l'a vu, ça s'est créé beaucoup de belles petites situations. Et de l'autre côté, l'Allemagne n'a pas tant que ça de situations dangereuses. Ici, Jamal Musiala a percuté dans l'interligne, a trouvé Florian Wirtz, les contrôles trop longs de Florian Wirtz, et donc frappe qui ne sera pas cadrée. À la 18e, je ne sais plus si je vous ai ressorti le screen, mais il y a Musiala qui est ici et qui va frapper. Mais encore une fois, on n'arrive pas à trouver des positions de frappe dans la surface. Et quand c'est le cas, Florian Wirtz manque son contrôle. Encore ici, ça doit passer par du jeu relationnel, par une percée de Leroy Sané et par un ballon pour Florian Wirtz qui est là. Sauf que l'Allemagne manque cruellement d'un tueur dans la surface, d'un finisseur, d'un véritable neuf. On parlait tout à l'heure des Pays-Bas. C'est ce qui a aussi beaucoup manqué à l'Allemagne pendant 60 minutes. Ce neuf capable de te convertir tes positions de frappe en but. Et là, Florian Wirtz doit la mettre au fond. Si c'est un neuf de classe mondiale, il la met au fond sur cette situation. Sauf qu'il va manquer un petit peu sa conduite de balle. Il va manquer aussi sa frappe, va l'écraser. Sa frappe à but pour l'Allemagne. Et c'est là qu'intervient notre héros allemand, Denis Undav, le facteur X. L'homme qui est rentré à la 60e minute pour absolument tout casser, absolument tout changer, qui a fait une entrée exceptionnelle, Denis Undav. Commençons déjà par son premier but, ça va bien au-delà de son but. Commençons déjà par son premier but. Ici, passe de Félix Nmecha, passe cassante pour Denis Undav, qui est touché dos au jeu, qui va orienter directement vers Nadiem Amiri. Il est à l'origine, là, ici sur cette remise, c'est lui qui décroche pour orienter. Il est à l'origine. Et il va être aussi à la finition. Centre parfait de Nadiem Amiri pour Denis Undav qui reprend deux volets du pied gauche. Ça passe au-dessus de Yaya Fofana. Ça fait un partout. Et encore une fois, la relation Nmecha-Denis Undav. Nmecha passe cassante pour Denis Undav. Ici, la défense ivoirienne, on a dit beaucoup de bien de la défense ivoirienne, mais sur la dernière demi-heure, il y a je pense, l'impact physique. Tu n'arrives pas à garder la même intensité, la même agressivité, et deux, un problème de concentration, de placement. Ici, il n'y a personne pour sécuriser cet intervalle, personne qui vient fermer cet intervalle, et ici aussi, il y a un trop grand espace entre les deux centraux pour Denis Undav, et problème de concentration, on s'en rend pas compte. Passe parfaite de Félix Nmecha, même si elle n'est pas simple, parce qu'elle rebondit un peu, et c'est là qu'entre le magicien Denis Undav, contrôle, malgré la balle qui rebondit un peu, parfait du pied droit, enchaînement du pied gauche, l'enchaînement en deux touches, il est incroyable, la 94e minute, pour la mettre au fond, quand tu vois ce que l'Allemagne a dû faire pour mettre un but, Denis Undav arrive en 30 minutes, en met deux, en étant à chaque fois impliqué sur le premier but, au début, à la fin de l'action,
sur le deuxième avec un enchaînement technique de très très haut niveau. Et ça fait 2-1. Julian Nagelsmann peut exploser. Ce monsieur peut flex, peut montrer le nom. Parce que, ouais, on a parlé de ses 2 buts. J'aurais aussi pu vous ressortir les moments où il est là, où il est dans le jeu combiné, où il est dans le jeu associatif, où il vient remiser. C'est un neuf très 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 intelligent, presque un profil de faux neuf, et qui marque énormément, qui stat énormément, qui a aussi énormément de passes D, et qui est très très juste quand il décroche dans l'interligne. On va parler de son statut, mais il y a quelque chose à faire avec ce Denis Sundav, qui est le joueur le plus décisif de cette Coupe du Monde jusqu'ici, le meilleur buteur, en tout cas le co-meilleur buteur et le meilleur passeur. Denis Sundav, c'est 5 buts et passes décisives, c'est 3 buts et 2 passes décisives. C'est un rendement en sélection qui est exceptionnel. 11 sélections, 9 buts, 4 passes D. Et en Coupe du Monde, vous voyez 2 matchs, 5 contributions décisives. C'est même pas 2 matchs, c'est 56 minutes, 5 contributions décisives. Il est décisif toutes les 10 minutes, toutes les 11 minutes. C'est n'importe quoi ce que propose Denis Sundav sur cette Coupe du Monde. Mais c'est une constante en sélection. Il y a 13 contributions décisives en 11 sélections. Et c'est même une constante de sa saison. 25 buts, 14 passes D en 46 matchs. Les stats sont exceptionnels. Et c'est l'un des tout meilleurs neufs de Bundesliga, très clairement. L'un des tout meilleurs joueurs de la sélection allemande, très clairement. Et peut-être le meilleur neuf de cette sélection allemande. Est-ce que Denis Sundav, ce monsieur, avec un tel rendement en sélection, qui a autant de fois célébré depuis le début de cette Coupe du Monde, ne doit pas être le nouveau numéro 9 titulaire de cette sélection quand tu vois le manque de repères de Kai Havertz, le manque de présence dans la surface, le manque de cet aspect tueur quand on parlait de cette situation pour Florian Wirtz. Je vais la ressortir, mais ici, est-ce qu'un Denis Sundav peut pas te permettre d'avoir un petit peu plus d'efficacité offensive, cet aspect tueur, le côté finisseur? Je pense que oui. Je pense qu'un mec qui est décisif toutes les 11 minutes sur 2 matchs, alors oui, Curaçao aide bien, mais là, il vient quand même te renverser le choc de ton groupe face à une Côte d'Ivoire d'un très très haut niveau sur ce match, avec un doublé en entrant pendant 30 minutes. Je pense qu'il y avait des débats avant ce match-là, justement, de voir si Denis Sundav devait être titulaire. Je pense justement que ce match-là doit être une réponse au débat. Il ne doit pas encore nourrir le débat. Ce match-là, on doit se dire, ok, oui, Denis Sundav, il n'y a pas de question. Denis Sundav, c'est titulaire. Et j'espère que ce sera la réflexion de Julian Nagelsmann, qui se remet parfois pas toujours en cause. On l'a vu avec le cas de Leroy Sané, qui est encore titulaire. Mais ouais, Denis Sundav doit devenir le titulaire à ce poste de neuf. Il y a trop d'arguments statistiques. L'argument sur la dynamique, l'argument sur le profil. C'est un neuf de surface, mais pas que. C'est un neuf qui est capable de jouer dans l'interligne. Et ouais, tout simplement, il y a trop d'arguments pour ne plus le mettre titulaire, même si son rendement sera peut-être pas le même en tant que titulaire, mais tu te dois de tester sur cette J3, parce que lui a notamment été très très bon dans le Money Time. C'était un joueur clutch, ce Denis Sundav, et c'est ma 3e clé, la gestion du Money Time. Côté ivoirien, on avait été très très bon là-dessus face à l'Équateur. Rappelez-vous ce but à la 90e d'Amad Diallo. La Côte d'Ivoire était sortie vainqueur de ce Money Time. Ce soir, il peut y avoir d'énormes regrets pour la Côte d'Ivoire, notamment pour cette 88e minute. Nicolas Pepe récupère le ballon, élimine Jonathan Tah. Superbe situation de transition rapide. Là, tu es sur un 3v2, tu as 3 Ivoiriens, 2 défenseurs allemands. Nicolas Pepe va parfaitement fixer. Là, vous voyez, il peut foncer au but. Ses solutions ne sont pas évidentes. Et lui va parfaitement fixer, temporiser pour attirer Kimmich et Rudiger et libérer totalement le côté gauche à Simon Dingra. Là, il a un boulevard devant lui. Il va récupérer le ballon. En plus, la passe est parfaite, parfaitement bien dosée. Il est là. Il n'a pas un Allemand à 2-3 mètres de rayon. Il doit frapper en une touche. À la rigueur, au pire du pire, avoir un enchaînement en 2 touches avec un contrôle qui va devant lui, qui va vers le but. La ligne verte, c'est ce qu'il faut suivre. La frappe croisée, à la rigueur peut-être la frappe premier poteau selon le placement de Manuel Neuer. Mais il faut absolument que cette action se finisse en frappe. C'est indiscutable. Elle doit même se finir en but en vrai, vu la qualité de l'action, vu le moment du match. Et non, lui va respecter la ligne rouge. Ce contrôle extérieur beaucoup trop long qui n'a absolument aucun sens et qui en plus est très très mal réalisé techniquement.
intervention et récupération de l'Allemagne. La Côte d'Ivoire vient de gâcher le momentum de match, l'action, le but qu'il faut mettre. Et la Côte d'Ivoire, à ce moment-là, peut mener 2-1. Et si ça se trouve, je vous fais un débrief en parlant de la victoire de la Côte d'Ivoire. Et on dit souvent qu'avec des si, on refait le monde. Mais là, c'est un énorme si. C'est un si majuscule. C'est un si où tu te dis, bah ouais, la Côte d'Ivoire a 80% de chance à ce moment-là de remporter le match. Quand Simon Adingra touche le ballon, je pense qu'il y a 80% de chance, il est peut-être 70, que la Côte d'Ivoire remporte le match. Ça ne sera pas le cas puisqu'il va manquer son contrôle. Et que de l'autre côté, l'Allemagne va aussi très bien gérer son money time. Je pense que nos amis ivoiriens, vous allez avoir pas mal de regrets. Vous pouvez aussi vous dire que de l'autre côté, l'Allemagne a eu beaucoup de situations dans ce money time. Alors c'est juste après l'action d'Adingra, mais ici remise sur Nathaniel Brown, la demi-volée, la reprise de volée et l'excellente mise au sol de Yaya Fofana qui a fait un très bon match, qui repousse cette frappe. Ici, Denis Sounda vont parler de cette capacité à se montrer aussi décisif par la passe, à être très intelligent dans son jeu combiné. Il est fixe à l'entrée de la surface avant de décaler Nadim Amiri, qui est tout seul, qui va ajuster une frappe. Et encore un très bon plongeon de Yaya Fofana. Et ici, enfin, la troisième situation qui sera la bonne, la frappe, l'enchaînement diabolique, fatal de Denis Soundav. Mais ouais, 3 situations allemandes, alors qui n'ont peut-être pas la même qualité que la seule situation ivoirienne. Mais il y a peut-être des regrets un tout petit peu à nuancer. Je sais que c'est compliqué à entendre, mais l'Allemagne, c'est pas non plus un hold-up d'aller chercher cette victoire. Je pense que le nul aurait été très logique, très équitable, parce que j'ai adoré les 60 premières minutes de la Côte d'Ivoire, et j'ai beaucoup aimé aussi l'Allemagne de Denis Soundav, dans la capacité à créer du danger. J'ai aussi vu une Côte d'Ivoire un petit peu moins solide défensivement, moins fiable physiquement. Donc je pense que le nul aurait été équitable. Mais c'est pas non plus un scandale absolu que l'Allemagne aille chercher cette victoire, vu les situations dans les 5-10 dernières minutes. Et ouais, l'Allemagne peut remercier Denis Soundav. Tout le monde peut avoir le sourire et Denis Soundav peut avoir des ambitions donc titulaire. Simon Adingra, il le sait, il y a eu plein d'images de lui, de replays sur lui, en mode dégoûté, en mode absolument abattu, parce que ouais, il y a de vraies conséquences. Il y a de vraies conséquences à cette non-victoire et même à cette défaite de la Côte d'Ivoire qui perd donc 2-1 face à l'Allemagne de Denis Soundav, qui a totalement renversé le match, qui a été le facteur X très clairement. C'est l'homme de ce match, l'homme le plus impactant. Et ouais, très grosse conséquence, puisque la Côte d'Ivoire ne peut plus être devant l'Allemagne. La Côte d'Ivoire ne pourra pas être première de ce groupe. C'était mon prono d'avant-tournoi. C'est dommage parce qu'on n'est pas passé si loin. La Côte d'Ivoire était plutôt très bien partie, notamment quand ça menait 1-0. Mais vu que ça se joue non pas en premier lieu à la différence de but, mais à la confrontation directe, la Côte d'Ivoire ne peut pas, même si ça met un 18-0 à Curaçao, ne peut pas repasser devant l'Allemagne qui a gagné sa confrontation directe face à la Côte d'Ivoire. En revanche, la Côte d'Ivoire a quasiment assuré sa deuxième place. Ça aussi, c'est un vrai renseignement. La Côte d'Ivoire qui a battu l'Équateur. Donc l'Équateur, si ça fait autant de points que la Côte d'Ivoire, ne pourra pas repasser devant la Côte d'Ivoire. On peut se douter que la Côte d'Ivoire, sur la dernière journée, va prendre les points face à Curaçao, va finir à 6 points. Et même si l'Équateur bat Curaçao plus l'Allemagne, ça fera 6 points. Et si la Côte d'Ivoire bat Curaçao, l'Équateur ne pourra pas être devant la Côte d'Ivoire. Ça va être assez compliqué là si tu as 3 équipes à 6 points. J'ai pas fait tous les calculs, mais en tout cas, la Côte d'Ivoire est quasiment assurée, a de très grandes chances de finir deuxième. Et c'est important, puisque le deuxième du groupe E, juste ici, affronte le deuxième du groupe I. Et c'est quoi le groupe I? C'est le groupe de la France. Là, provisoirement, si on en reste là, alors dans le groupe I, il y a encore 2 matchs à jouer, 2 journées à jouer. Si on en reste là, c'est un Côte d'Ivoire-France en 16e. Et sinon, il y a de grandes chances que ça soit un Côte d'Ivoire-Norvège ou un Côte d'Ivoire-Sénégal. Donc, ce qui va attendre la Côte d'Ivoire en 16e, c'est pas du gâteau, comme on dit. Ça va pas être très sympa, mais ça va être encore une fois un énorme test. Et je pense que la Côte d'Ivoire, on se dit, ouais, la Côte d'Ivoire, pas de chance, nanana. Je pense que ces équipes-là sont pas non plus contentes de se dire, il y a bonne chance qu'on affronte la Côte d'Ivoire en 16e. Je pense que ce match, malgré la défaite, confirme que personne ne veut affronter la Côte d'Ivoire parce que c'est une équipe en capacité de poser des problèmes à n'importe qui. Et on l'a vu face à l'Allemagne, on l'a vu en match de prépa face à l'équipe de France. C'est une équipe très 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 solide. De l'autre côté d'ailleurs, on parle de groupe, l'Allemagne y est assurée quasiment de finir premier, à moins d'une défaite face à l'Équateur sur la J3, sous réserve aussi que l'Équateur gagne ses 2 derniers matchs. Ce qui est assez fou, c'est que l'Équateur, là au moment où j'enregistre,
est à 0 points, l'Allemagne à 6 points. La deuxième journée a commencé et l'Équateur peut encore finir premier de ce groupe. Mais bon, c'est compliqué là, les calculs à faire dans ce groupe-là. En tout cas, il n'y a aucune place qui est définitivement actée, si je ne me trompe pas. Justement, la grande question, qui vous a fait la meilleure impression sur ce match entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire? Parce que ouais, il y a le résultat, il y a la dernière demi-heure de l'Allemagne qui est assez impressionnante. Il y a aussi le match dans son ensemble de la Côte d'Ivoire, qui reste malgré tout, même si je les avais mis premiers de ce groupe, euh, un outsider par rapport à l'Allemagne dans l'imaginaire collectif. L'Allemagne est un plus grand favori que la Côte d'Ivoire. Et pourtant, la Côte d'Ivoire a fait plus que jeu égal sur les 60 premières minutes. Je pense même que la Côte d'Ivoire est au-dessus. Et ouais, moi, malgré la défaite, la meilleure impression que j'ai ce soir, c'est la Côte d'Ivoire. Je retiens pas du tout les lacunes de la Côte d'Ivoire, je retiens beaucoup plus les forces, ce qu'a fait de très bien la Côte d'Ivoire, que les faiblesses, cette déconcentration défensive en fin de match, les petites limites physiques que tu as pu voir sur les 30 dernières minutes. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est l'équipe ce soir qui m'a fait la meilleure impression. L'Allemagne, j'ai encore des doutes sur sa capacité à afficher un haut niveau sur 90 minutes quand tu vois les 60 premières, ou si la Côte d'Ivoire est un peu plus efficace, peut-être déjà tuer le match et l'emporter. Je vous laisse me répondre à cette question. On va aussi s'occuper tous ensemble du Man of the Day. Parce que là, il y a un choix. On n'a eu que 2 matchs sur 6. Il reste Équateur, Curaçao et Tunisie, Japon, là au moment où j'enregistre. Mais on a eu que 2 matchs et pourtant il y a énormément de choix. Hier c'était Nel El Ainaoui, notre Man of the Day. Aujourd'hui, qui ça peut être? Déjà, rappelons que sur cette compo, Wilfried Singo et Schlotterbeck ont peut-être vu leur compétition se terminer. Singo, blessure musculaire sur un énième retour exceptionnel. Je crois qu'il s'est pété la cuisse et il n'a pas fait semblant. Schlotterbeck, ce seraient les ligaments qui seraient touchés de ce que j'ai vu. Et les deux possiblement fin de compétition. Alors que c'est, je pense, les 2 meilleurs défenseurs de leurs équipes. Énorme perte pour les 2 équipes, mais on pourra en reparler quand on aura un petit peu plus d'infos. Parlons de ce qui nous a plu ce soir. Les gros joueurs. Alors, il y a des joueurs qui seront pas man of the match, mais qui m'ont énormément plu. Franck Kessié, que j'ai beaucoup aimé. J'allais dire le duo Wirtz-Moussiala, oui et non, parce que c'est aussi un constant. Et on l'a vu, il y a de très bonnes choses dans les petits espaces. Il y a aussi un manque d'efficacité offensive qui peut pêcher. En revanche, parlons des joueurs qui ont marqué ce match-là. Denis Sundav, ok, on en a parlé très longuement. Félix Nmecha, qu'est-ce que c'est que ce match? Qu'est-ce que c'est que ce début de Coupe du Monde? Le milieu total, absolu. Le mec qui, à chaque fois, a la passe en plus sur les 2 buts de Denis Sundav. L'un en étant à l'avant-dernière passe et l'autre en étant directement à la dernière passe. C'est lui qui crée les décalages, qui fait ses passes cassantes, qui change de rythme, qui est un joueur très progressif, qui a en plus un énorme impact des 2 côtés du terrain, qui a battu à la course Wilfried Singo. Et pour battre à la course Wilfried Singo, il faut se lever de bonne heure. J'ai adoré le match de Félix Nmecha. J'ai aussi beaucoup aimé le petit Christine Aoulay, qui a fait un match exceptionnel. J'ai vu le tweet de Raphaël Cosmidis en mode Christine Aoulay, l'origine de Marco Verratti, et je suis totalement d'accord avec lui. Je me faisais un petit peu la réflexion là de ce milieu tout petit, centre de gravité très très bas, mais extrêmement fort, injouable sous pression, capable de verticaliser, ultra juste techniquement et cognitivement. Et ouais, en fait, c'est vrai que je m'étais pas fait la réflexion, mais c'est le régène de Verratti sur ce match. C'est exceptionnel son rendement. Et on en avait parlé dans la petite vidéo des jeunes, des cracks à suivre sur cette Coupe du Monde. Christian Aoulay en était un. Et il a prouvé pour sa première titularisation en Coupe du Monde face à la grande National Mannschaft que c'est un futur joueur élite. Et que Trabzonspor peut en demander sa demi-centaine de millions, sa cinquantaine de millions, parce que le joueur est exceptionnel, avec la base exceptionnelle, le talent, le potentiel exceptionnel. Ouais, c'est mes 3 joueurs de ce match. Mais de l'autre côté, on a parlé dans le débrief du Pays-Bas-Japon, qui a aussi été un très bon match. Je vous mets la petite fiche info là juste au-dessus. Vous pourrez aller vous le faire juste après la vidéo. Mais on a 2 joueurs qui ont crevé l'écran, Brian Broby, Crescencio Somerville. Donc il y a beaucoup de choix. Il y a beaucoup de choix pour ce man of the Day. Je pense qu'Inaoula, par la défaite, malheureusement, compliqué de mettre un joueur qui a perdu Man of the Day. Mais en vrai, entre Somerville, Broby, Undav, Nmecha, il y a énormément de choix, énormément de monde. Je partais avant le doublé de Denis Undav sur Nmecha, parce que ouais, le match qu'il fait, c'est dingue. Et après, je me dis, en fait, Denis Undav, le début de Coupe du Monde est dingue, c'est peut-être le meilleur joueur de ce début de Coupe du Monde.
Mec, 5 contributions décisives en 56 minutes, c'est absolument lunaire. Et bah, c'est quand même un mec qui t'a renversé un match à quasiment lui tout seul, qui a changé le visage de son équipe, le vecteur de danger absolu de son équipe sur la fin de match, c'est lui. Et ouais, moi j'hésite entre Denis Sundav et Félix Nmecha, mais je vous laisse me dire vous dans les commentaires. Vous savez, quand il y a une hésitation, on fait appel aux commentaires, au chat pour décider. Et ouais, il y a 4 choix, je pense, entre Broby, Somerville, Nmecha et Denis Sundav qui peuvent être Man of the Day. Je vous laisse me dire vous qui est votre Man of the Day. Je vais aussi poser la question sur Twitter, comme ça on aura un panel des plus complets pour faire notre choix. Et peut-être que je vais vous mettre un sondage aussi. Il faut que je regarde si c'est possible au montage, mais j'essaie de vous mettre un sondage, ce sera peut-être plus simple aussi pour vous de répondre pour ce Man of the Day. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Le volume est toujours très bas, vous m'en excuserez, vous avez votre petit débrief ASMR. On retrouvera un volume un petit peu plus normal d'ici quelques jours, mais là avec des invités à la maison, faut faire un petit peu attention au volume, éviter de les réveiller, et ce serait dommage de les réveiller en plein Équateur Curaçao. Ils seraient obligés de regarder Équateur Curaçao. Ils ont peut-être mieux à faire, même si nous c'est exactement ce qu'on va faire, parce qu'il n'y a pas mieux à faire que regarder un Équateur Curaçao. Le match a commencé depuis une petite demi-heure, je pense, au moment où j'enregistre, donc je vais vite aller me rattraper ça en faisant le petit montage de la vidéo, et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Nous, on se retrouve demain. Ces 2 matchs-là, on les débriefera demain soir dans les débriefs des matchs de 18h et de 21h de la Belgique et de l'Espagne. On aura des petits mots sur ces Équateur Curaçao, Tunisie, Japon. Profitez-en bien, dormez bien si c'est le cas. Et on se retrouve demain soir pour reprendre ces débriefs Coupe du Monde. Merci encore les amis pour la force, pour le soutien. Vous êtes exceptionnels et à demain. Salut à tous.